Moi, je suis Isabelle Droit, je suis chercheuse à l'IRD, Humisource et chercheuse associée au LAM. Je vais vous faire une petite présentation, assez rapide. Alors, vous m'excuserez parce que l'idée, c'est de faire quelques rappels. Alors, qui pour certains vont être basiques, parce qu'il y a les spécialistes, super spécialistes en genre, mais enfin, il y a d'autres personnes qui ont moins en mémoire les engagements dans la coopération internationale, les engagements genre. Et donc, je vais essayer de rappeler quelques dates clés de ces engagements, et notamment les positions des principaux bailleurs auxquels les ONG s'adressent généralement. Alors, pourquoi ce rappel est nécessaire? Parce que c'est depuis les années 70, en gros, qu'il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été, et de conventions internationales, qui est donc une question de redevabilité, c'est-à-dire que à la fois les pays, pardon. Vas-y, hein, j'essaye de brancher le son, apparemment. Excusez-moi. Aussi bien les pays où sont mis en œuvre les actions de coopération internationale sont souvent signataires d'un certain nombre de conventions, et les pays et les bailleurs dont sont originaires les OSI, enfin les organisations de solidarité ou de coopération, ont aussi ces engagements. Alors, les dates clés, d'abord un rappel de 1975, c'est la première conférence internationale sur les femmes à Mexico, avec une première reconnaissance, c'est pas très ancien quand même finalement, reconnaissance explicite des droits des femmes, et le démarrage de la décennie des Nations Unies pour la femme qui a duré jusqu'en 85 à peu près, avec un engagement des États pour identifier des priorités d'action pour lutter contre les discriminations. Il y a eu 127 États qui ont mis en place des institutions, c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître les ministères des droits des femmes, etc. Grosse autre date très importante, c'est la 79, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, qui reste l'accord international le plus complet sur les droits des femmes, notamment parce qu'elle contraint les signataires à prendre des mesures légales et politiques pour lutter contre les discriminations. Et il y a eu sur cet accord un rôle essentiel de la société civile. Alors de la société civile, la société civile des différents pays du Nord et du Sud, aussi très engagés, notamment des juristes, qui ont permis de rendre cet accord contraignant, enfin à partir du moment où il était ratifié par les pays. Et donc, au-delà des droits civiques et juridiques pour les femmes, enfin tout à fait essentiels, il y a eu aussi une extension au droit à la procréation, et puis des notifications, enfin on soulignait dans le protocole l'incidence des facteurs culturels sur les relations entre hommes et femmes. Alors, certains pays ont dès le début eu des réserves au nom de la diversité culturelle, mais il y a quand même eu beaucoup de pays signataires. Alors, au cours de cette journée, on va parler essentiellement de deux pays, Madagascar, sur lequel on a mené la recherche action participative, et les terrains miroirs au Sénégal. Alors, pour citer, Madagascar a signé en 80, a ratifié en 89, mais n'a pas accepté les protocoles complémentaires qui sont les plaintes et les enquêtes. Au Sénégal, il y a une signature en 80, il y a une ratification en 85, et il y a eu aussi l'acceptation des deux protocoles sur accepter les plaintes et les enquêtes. Et on voit d'ailleurs sur plusieurs conventions, souvent le Sénégal est plus en avance que Madagascar. Encore une date, 1994, la conférence internationale sur la population et le développement du Caire. Au-delà de
aspect démographique, où à ce moment-là on s'inquiétait beaucoup sur la croissance démographique mondiale, il y a eu là un gros travail qui a acté que la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles était une condition absolument essentielle au développement, avec 3 priorités: éducation des femmes et des filles, réduction de la mortalité maternelle et infantile, et accès à la santé sexuelle et reproductive, donc des avancées en matière de droits sexuels et reproductifs. Alors, cette conférence a été très importante et a permis effectivement beaucoup d'avancées, mais actuellement, elle est très menacée, voire, enfin, certains domaines sont très menacés, notamment sur les droits sexuels et reproductifs. Alors, il y a des menaces, enfin, déjà effectives, hein, sur dans un certain nombre de pays, ou bien des pays qui n'ont jamais accepté finalement de réaliser ce pourquoi ils avaient signé, notamment dans ce domaine, et donc dans des pays du Sud, une montée d'un certain nombre de conservatisme, mais il y a aussi, au niveau des pays du Nord, hein, on voit récemment, par exemple, que la contribution des États-Unis au financement du FNUAP, hein, qui est un organisme essentiel, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est un organisme onusien essentiel pour ces dimensions. En février, je crois, c'est ça, février 2025, les États-Unis ont suspendu, ont arrêté leur contribution au FNUAP. Donc on voit actuellement dans ce domaine, on a beaucoup de régression dans ces domaines. Encore une date, 95, la conférence internationale sur les femmes à Pékin, avec un plan d'action en 12 points qui couvrait tous les domaines du développement. Bon. On va le remettre tout de suite. Voilà. Alors, 95, ça a été vraiment aussi le tournant où on est passé de la notion de femme et développement, c'est-à-dire vraiment axé sur des besoins, surtout pratiques des femmes, mais aussi, bon, on commençait à avoir des besoins stratégiques, c'est-à-dire accès au pouvoir, etc. Donc, on a 95, on est passé de femmes et développement à genre et développement. Donc, c'était vraiment un changement de paradigme avec l'intégration systématique des transversales de la problématique du genre. Et donc là, on a commencé à prendre en compte les analyses structurelles, des causes des inégalités. Il y a eu ça a impliqué des changements dans les objectifs, dans la conduite des politiques de développement. La nécessité d'identifier les besoins spécifiques des femmes et des hommes avant les actions et analyser les effets de ces actions. Bon, actuellement, on verra que tout ça n'est pas encore complètement réalisé. Ça a impliqué une transformation sociale qui concernait tous les membres de la société. Et c'est là qu'est apparue la notion d'empowerment que vous connaissez certainement. Donc ça, c'était la 4e conférence internationale, donc, et la dernière. Il y a eu il y a eu Beijing plus 10 et plus 25. Là, le dernier forum, aurait dû avoir lieu en 2020, mais il y a eu le forum Génération Égalité qui a eu lieu en 2021 à Paris. Mais qui n'ont fait que prolonger, mais enfin, on n'a pas de transformation très importante. Pardon, je parle devant le micro. Une des dernières dates, là, 2003. 2003, c'est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, c'est-à-dire le protocole de Maputo, qui a été signé par de très nombreux pays africains, qui garantit le droit des femmes à participer aux affaires publiques, à l'égalité sociale et politique avec les hommes, à l'autonomie et au respect de leur intégrité physique, donc la lutte contre les mutilations génitales féminines. Alors, s'il y a eu beaucoup de signatures, il y a eu quand même des ratifications du protocole qui sont pas complètes. Hein. Par exemple, Madagascar a signé mais pas ratifié. Il y a encore eu en je sais plus, février ou mars 2025
une conférence à Madagascar en insistant sur la nécessité de ratifier ce protocole, parce que la ratification du protocole, quand même, est importante sur le plan juridique, parce qu'elle oblige la législation nationale à se mettre en conformité avec le protocole. Et ce qui coince à Madagascar, mais comme dans d'autres pays, c'est la question de l'avortement. Et pourtant, l'avortement peut être pris en compte avec de nombreuses réserves, qui ne seraient pas des interruptions volontaires, pas complètement volontaires. C'est-à-dire que ça peut être accepté dans certains pays avec la restriction que ça soit lié en cas de viol ou d'inceste. Et à Madagascar, par exemple, même en cas de viol ou d'inceste, il n'y a pas d'avortement possible. Et il y a de nombreux décès liés aux avortements clandestins, qui ont quand même lieu. Les avortements clandestins sont la deuxième cause de mortalité maternelle à Madagascar. Au Sénégal, ça a été signé et ratifié, mais la législation n'a toujours pas été mise en conformité avec le protocole. Et donc vous avez la photo, là en dessous, c'est une photo des 20 ans du protocole de Maputo, donc une réunion au Sénégal où on demandait l'application, la mise en conformité de la législation pour les droits des femmes. Alors, 2015, les objectifs du développement durable qui ont fait suite aux objectifs du millénaire et l'agenda 2030. Donc là, je pense que vous connaissez bien cette roue, qui est même utilisée dans de nombreux logos, par exemple à l'IRD. On prend la petite roue des ODD. Pourquoi c'est une roue? C'est parce que ces objectifs du développement durable, l'idée c'est de montrer que c'est interconnecté. Avant, on avait un tableau pour les objectifs du millénaire. Là, le fait que ça soit une roue, c'est interconnecté. Et notamment, c'est quand même une référence aussi au schéma utilisé dans le cadre des limites planétaires, le fameux donut. Et donc l'idée, c'est aussi de lier les questions sociales et environnementales. Et en disant que si ça bloque quelque part, ça va avoir des incidences sur les autres dimensions. Et donc pour le genre, il y a eu un objectif spécifique 5, qui est, alors en français, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. En anglais, on utilise le mot gender. Donc, en français, on voit que la question du genre, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau dans le vocabulaire, selon les institutions. Donc, il y a eu au total 160, dans les 17, il y a au total 160 cibles, mais c'est-à-dire que même s'il y a un objectif spécifique pour les femmes, en fait, dans les différentes cibles, dans les différents ODD, il y a des cibles qui concernent cette question de prise en compte des inégalités de genre, pour les réduire sur le domaine concerné. Maintenant, on va passer plus directement au genre dans les plans d'action de l'UE et de la France. L'UE, puisqu'il y a quand même beaucoup aussi de projets qui sont financés par l'Union européenne. D'abord, il y a un rappel que l'Union européenne, dans les principes fondamentaux de la Constitution européenne, il y a l'égalité, notamment entre femmes et hommes, et affichée très nettement dans celle de la Constitution. Bon, on sait qu'il y a des avancées très inégales selon les pays, et même parfois des reculs. Il y a un plan d'action genre de 2021-2025 qui est un plan sur l'action internationale, avec un objectif que les actions extérieures de l'UE, que 80% de ces actions contribuent à l'égalité de genre et à la promotion de l'empowerment des femmes. Alors, on a au Gender Action Plan 3, parce qu'il y avait eu un 1 et un 2, et on s'est aperçu que quand même l'intégration du genre était plus faible que ce qu'on espérait. Donc, à chaque fois, il y a des tentatives pour améliorer la situation. La France. Alors, la France s'est engagée dans une diplomatie féministe. Le dernier plan, là, date de 2025, a été présenté le 7 mars.
au niveau du MEAE. Donc c'est avec une stratégie internationale. Donc dans le texte, la France place les droits des femmes et des filles et l'égalité de genre au cœur de sa politique étrangère. Donc là, on utilise le terme genre. Et elle en fait une priorité dans chaque domaine de son action européenne et internationale, quels que soient les sujets. Ça, c'est le texte officiel. Donc une agence, l'Agence française de développement, donc il y a un outil extrêmement important, voilà, le premier acteur de l'aide au développement de la France. Alors il y a un cadre d'intervention transversale sur le genre dès 2014. Alors en 2023, la part des engagements en faveur de l'égalité femmes-hommes a été de 50%, ce qui est dans le rapport en fait de l'AFD. Et il y a maintenant le lien avec la stratégie 100% lien social. Donc il y a différentes stratégies qui sont mises en place et donc qui visent à réduire toutes les inégalités, donc y compris femmes-hommes, et qu'elle place la réduction de ces inégalités au rang de priorité de la diplomatie française. Maintenant sur le marqueur, parce que bon, il y a ces différents engagements, mais il faut essayer de voir comment finalement les politiques et projets les respectent. Donc je vais juste présenter celui de l'OCDE, il y en a eu d'autres, il y en a des plus sophistiqués, mais bon, il y a celui de l'OCDE, le marqueur CAD, du comité d'aide au développement, classe les projets en 3, hein, donc il y a 3 notes, 0, 1 ou 2. Donc 0, c'est que l'égalité femmes-hommes n'est pas la cible du projet. 1, c'est que c'est un objectif significatif à l'intérieur d'une action. Et 2, c'est que c'est l'objectif principal. Alors, par exemple, pour des projets, si on pense par exemple sur l'agriculture ou sur le développement rural, la plupart peuvent s'inscrire dans le 1. C'est vrai que quand on prend un projet d'agroécologie, l'objectif principal est de développer l'agroécologie, et pas l'objectif principal n'est pas l'égalité hommes-femmes. Mais ça doit être au minimum 1. En principe, les projets zéro ne sont plus financés, mais ça, je demande à voir parce que je ne suis pas complètement sûre d'avoir une information exacte. Alors, le bilan. Le bilan de tout cela, c'est qu'il y a des avancées en termes des droits politiques et sociaux, hein, mise à l'agenda des questions d'égalité. Il y a eu beaucoup de données, d'études, etc. Donc, on a progressé en connaissance. Notamment les liens à niveau macro entre inégalité de genre et développement économique et social ont été démontrés, hein, enfin aussi par de nombreuses études. Il y a quand même beaucoup de travaux depuis 25-30 ans. Bon, le bilan est mitigé hein, sur la situation 10 ans Beijing 2025 plus 2021. On voit que là, on a aussi un autre facteur qui est l'effet des politiques néolibérales, qui donne un effet assez négatif sur la situation des femmes. Et notamment, dernièrement, on voit que les crises multidimensionnelles, hein, donc environnementales, sociales, sécuritaires, ont plutôt provoqué une aggravation de la situation des femmes et la régression des droits des femmes dans le monde, comme ce dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la polarisation sur des questions de droits sexuels et reproductifs. Il y aura, mais on va en parler aussi, des débats sur la perspective décoloniale avec une remise en cause hein, d'un certain nombre de principes et engagements. Mais là, ce que je voulais rappeler, c'est que ce sont des engagements internationaux avec des signatures et que pour l'instant, les organismes qui souscrivent, qui demandent des financements, par exemple, sont normalement liés. Alors,
très rapidement sur les projets de développement rural, parce que nous, on travaille on a travaillé, enfin dans le cadre d'Arpège, sur des projets de développement rural. Donc, pourquoi on a travaillé sur les projets? Enfin, ça sera présenté plus en détail, mais c'est parce qu'ils sont à l'intersection du local, hein, du niveau local, individuel, etc., et familial, communautaire, et du niveau national et international. Et c'est le lieu de confrontation, de négociation des acteurs. Alors, puisque des collègues encore demandent, hein, qui travaillent sur des projets, disent, mais finalement, intégrer le genre dans les projets de développement rural, à quoi ça sert? Alors, d'abord, il faut relire les travaux. Il y a aussi beaucoup de travaux. Il y a une bonne connaissance maintenant sur l'importance de la participation des femmes dans l'agriculture et la sécurité alimentaire depuis les années 80, mais c'est toujours alimenté. Il y a un dernier rapport, enfin, qui date de 2023, hein, mais de la FAO sur la situation des femmes dans les systèmes agroalimentaires. Il y a les rapports du Haut Conseil du HLPE, donc qui montrent l'importance des femmes dans l'agriculture familiale et les systèmes alimentaires. Et donc, ça paraît évident quand même de travailler avec elles, et qui souligne aussi les inégalités d'accès au détriment des femmes sur la terre, sur les moyens de production, sur la formation, donc ce qui a des conséquences en termes de productivité. Est-ce que je n'ai pas loupé? Non, voilà, c'est ça. Oui, il y a des conséquences sur la productivité. J'ai terminé presque. Alors, le constat qu'on fait, qu'on va démontrer ici, enfin qu'on va montrer ici, c'est que bien que la situation soit bien documentée et qu'on sait que un projet aveugle au genre va provoquer une aggravation des inégalités et une efficacité réduite. Les raisons, c'est que, alors il y a de nombreuses raisons, mais une raison importante quand même qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, c'est qu'il y a un problème de ciblage des actions, c'est-à-dire que les intervenants considèrent que on travaille avec les ménages, donc la notion de ménage est déjà peut être quand même assez variable, hein, selon les sites, et qu'on s'adresse aux chefs de ménage, et que donc il va y avoir le ménage, on accepte l'idée que le ménage est une boîte noire, et que en parlant aux chefs de ménage, ça va avoir des répercussions bénéfiques sur l'ensemble du ménage. Bon, depuis les travaux d'Amira dans les années 70, on voit que ça ne fonctionne pas, que les unités sont beaucoup plus complexes, il y a des unités de consommation, les unités de résidence, les unités de production, et que notamment les femmes ont leurs activités productives dans beaucoup de cas, qu'elles sont de toute façon très impliquées, si on prend un aspect juste utilitariste, elles sont quand même aussi très, très impliquées dans la production agricole, et qu'on ne peut pas faire cette approche descendante unique. Mais effectivement, ça suppose une démarche quand même un peu active, parce que quand on va dans un village, on va d'abord parler au chef du village et on va nous présenter les chefs de ménage, hommes. Alors, il y a aussi le problème qu'il n'y a pas d'identification des besoins pratiques et stratégiques des femmes, hein, mais aussi des hommes, hein, donc, qui seront quand même nécessaires. C'est l'objectif d'une étude genre, en principe, qui est obligatoire, qui est nécessaire en début de projet, qui est inscrite comme étant nécessaire, mais qui souvent n'est pas faite, et que les inégalités, du coup on ne s'interroge pas si les inégalités vont être réduites ou augmentées. Voilà. Alors les bonnes raisons pour mettre du genre, bon, c'est effectivement, on peut le prendre sur un angle utilitariste, hein, améliorer la réalisation des objectifs du projet, réduire l'écart de productivité entre les femmes et les hommes, qui est de 24%, ça c'est documenté, et quand même aussi respecter les engagements vis-à-vis des bailleurs dans un contexte où les engagements nationaux et internationaux sont de plus en plus précis. Donc les résultats sont en deçà des attentes, dans ce qu'on a vu, et donc c'est pour cela aussi qu'on a montré, qu'on essaie de voir l'utilité d'une recherche-action participative, et donc on va poursuivre nos réflexions durant la journée là-dessus. Je vous remercie.